moins que l'on incite un enfant sénégalais à avoir une paire de chaussures faites au Sénégal. Je pense que ne serait-ce que les 20%, s'ils achetaient une paire de chaussures donc faites au Sénégal, je pense que cette profession-là se retrouverait très très florissante. Ça, je pense que c'est une profession qui va revivre et qui ne sera même pas en mesure, sans doute, de satisfaire la demande. Donc nous, c'est notre manière de faire la politique, c'est notre manière de voir les choses, c'est notre manière de soutenir notre artisanat. Nous ne sommes pas ministres de l'artisanat, mais on l'aurait été. Il est bien évident qu'on aurait fait plus. Mais en tout cas, nous avons l'ambition, et ce n'est pas que pour la cordonnerie, c'est pour tous les corps de métier qui tournent autour vraiment de l'artisanat. Cette réappropriation-là de notre patrimoine. Et pourquoi je pense à l'éducation nationale? Parce que je ne dirais pas qu'il y a des générations perdues, que l'on ne peut plus faire retourner vers la production locale. Mais en tout cas, un enfant qui, dès l'école primaire, est incité, on cultive chez lui justement cet amour du patrimoine national, cet amour de l'artisanat national, il est bien évident qu'il n'aura pas d'autre modèle que ce modèle-là. Donc l'éducation nationale a un rôle fondamental à jouer, plus que les parents même, dans cette refondation, si je puis dire, de notre mode de consommation. Vous le savez, vous faites partie de la coalition Macky 2012 depuis plus d'1 an et demi. Vous gérez ce pays-là en tant que membre de la coalition. Quelle analyse faites-vous de la gestion du pays? Est-ce que la rupture tant attendue par les Sénégalais est là ou pas? Alors là, j'aurais besoin d'une petite mise au point. Je pense que ce n'est pas Macky 2012 qui gère le pays. C'est Benno Bokk Yakaar qui gère, qui gère le pays. Et je vais même, sans doute, peut-être ça ne fera pas plaisir à certains, c'est plus l'APR et donc Benno Bokk Yakaar qui gère le pays, c'est moins Macky 2012. Alors, vous nous avez parlé de rupture. À certains égards, on peut parler de rupture, on peut être très optimiste. Il y a des actes qui sont posés dans ce pays et qui, en matière de corruption et d'enrichissement illicite, il y a des actes qui sont posés et qui donnent lieu d'être optimiste. Naturellement, pour Soundiata Nguéréo, qui avait fait de son premier point, de sa première priorité, la lutte contre l'enrichissement illicite et contre la corruption, ce ne sera jamais suffisant. Donc nous attendons d'autres actes. Nous attendons aussi que d'autres symboles en la matière tombent. Et voilà. Quand je prends un exemple simple, ici vous prenez un chauffeur sénégalais, n'importe lequel, vous lui direz que pensez-vous de nos policiers? Ils vont vous dire tous à l'unanimité que nos policiers au niveau du trafic sont corrompus. Et de ma propre expérience et de l'expérience que mes amis de la diaspora ont, nos rapports avec les policiers prouvent tous les jours que notre police, en tout cas la police routière, est extrêmement corrompue. Et donc, ce que nous attendons de l'État sénégalais, ce que nous attendons du ministre de l'Intérieur, c'est que tout cela change. On ne peut pas venir contrôler un automobiliste et au moment où on le contrôle, on prend son permis de conduire et on s'éloigne avec, dans le mépris des règles les plus élémentaires de respect s'il y a corrompu, il y a corrupteur. Et si l'automobile accepte de corrompre aussi, il a la responsabilité aussi. Hein? Ce sont des responsabilités partagées. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est rentré dans les mœurs. Mais est-ce que le corrupteur, on lui laisse le choix? Il a le choix naturellement de dire non. Mais il va se retrouver sans permis de conduire. Nous savons de quoi nous parlons. Et c'est juste un exemple que je donne. Là, je prends le cas, naturellement, ce cas-là, mais vous allez vouloir muter un terrain, vous rentrez dans l'administration, mais votre terrain, il ne sera jamais muté, mais si vous ne payez pas. C'est ça la réalité dans ce pays. Et de ce point de vue-là, nous attendons une rupture, mais pas simplement une rupture, mais une rupture radicale. Ce sont ces mœurs qui doivent disparaître de notre pays. Cela ne suffit pas d'aller chercher l'argent que les uns et les autres ont mis dans les banques occidentales. Nous nous satisfaisons et nous soutenons la ministre de la Justice dans cette entreprise-là. Mais cela ne suffit pas. C'est à plusieurs niveaux que la corruption est installée dans notre pays, dans nos mœurs et rentrée jusque dans nos gènes. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement est capable, ce régime est capable de lutter efficacement contre la corruption? Mais ce gouvernement-là a déjà commencé des choses. Mais il faut que tous les Sénégalais, quel que soit l'échelon
où ils se trouvent, s'impliquent dans cette lutte-là. Il faudrait que les Sénégalais refusent dans les administrations de collaborer. Parce qu'il y a une forme de collaboration à la corruption. Vous l'avez dit, c'est des responsabilités partagées. Il faudrait que les Sénégalais refusent, que les Sénégalais dénoncent, que les Sénégalais donnent des noms. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir non seulement des enregistreurs partout, les téléphones sont des enregistreurs, nous avons Internet, mais les populations, lorsqu'on nous parle de citoyens nouveaux ou de nouveaux types de citoyens, c'est ce que nous attendons en tout cas du citoyen sénégalais, s'il est face à des corrompus, qu'il les enregistre et s'ils n'ont pas au niveau de l'administration ou au niveau de je ne sais pas auprès de qui de droit le moyen de faire appliquer la loi, mais que ces gens soient vilipendés, que ces gens soient dénoncés, il faut que ça cesse. Mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Ce n'est pas un vœu pieux. Ceux qui crient souvent, c'est pour qu'on les appelle à la soupe. Non, ce n'est pas un vœu pieux. Les gens, ils ont les moyens de dénoncer au jour d'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'on nous montre sur Internet? Que oui, cette fille a une jupe courte. Ce garçon a un pantalon check-down. Mais le danger du pays, ce n'est pas les jupes courtes, ce ne sont pas non plus les pantalons check-down. Le danger du pays, ce qui nous tue, ce qui nous empêche d'avancer, c'est la corruption. Et c'est là où il faudrait braquer les caméras. Mais le constat qu'on a fait dans notre pays, monsieur Maïssa Fall, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui crient, c'est pour qu'on les appelle à la soupe et qu'ils se taisent. Ceux qui crient. Alors, je vais finir d'abord. Il y a une sorte de chantage dans ce pays. Je vais d'abord finir mon propos donc, par rapport au danger réel qui menace notre pays. Donc, je le redis, ce n'est pas le comportement de notre jeunesse qui menace notre pays. Notre jeunesse n'est finalement que le produit des adultes. Il n'est que le produit du système qui est en place. Donc, si notre jeunesse est condamnable, c'est parce que le système est condamnable. C'est parce que les pouvoirs qui sont en place dans ces pays, qu'ils soient politiques, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient spirituels ou autres, n'ont pas joué leur rôle. Entendons-nous bien. Maintenant, en ce qui concerne la soupe, nous sommes membres de Macky 2012. Et le président Macky Sall, nous l'avons soutenu de toutes nos forces. Dès le premier tour, précisons-le. Et jusqu'à présent, quand Sounina Tanguerew permet à 1 millier de femmes de se mettre au travail ou de renforcer leur capacité de travail, je pense que Sounina Tanguerew soutient le président Macky Sall. Vous attendez quelque chose en retour? Si après les élections, au lieu de faire comme certains, de poser le téléphone portable et attendre qu'on nous appelle, si au lieu de ça, nous sommes partis vers la diaspora pour faire le tour de 86 villes, il faut le préciser, 86 villes. Et parmi ces 86 villes, il y a des villes dans lesquelles nous sommes allés au moins 4 fois ou 5 fois. Donc les voyages depuis le 1er novembre au 22 mai, nous en avons fait plus de 100 à travers le monde. La Turquie, la Grèce, les États-Unis, le Canada, l'Italie, l'Espagne et j'en passe. Vous pensez que quelqu'un qui tient absolument à manger, à être invité autour de l'écuelle, du bol. Exactement, autour du fromage, pour le partage, comme une souris. Vous pensez que quelqu'un qui avait cette préoccupation-là aurait fait ce tour-là, M. Diop? C'est un tour qui coûte un effort physique. C'est un tour qui coûte un effort financier. C'est un tour qui coûte du point de vue tout simplement familial. Parce qu'au lieu d'être auprès de son épouse, auprès de ses enfants, eh bien, on est à travers le monde. Mais vous ne faites pas ce tour-là pour rien aussi. Et il aurait été plus facile pour nous. Il aurait été plus facile pour nous d'être ici au Sénégal, d'être au niveau des médias, et puis incendier par-ci, incendier par-là. Et puis je pense que c'est comme ça. Et le tour-là, vous ne l'avez pas fait quand même comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Je finis d'abord. Et c'est comme ça que se pratique la politique au Sénégal. Souvent, comme on dit, ce n'est pas notre conception de la politique. Autrement, on n'aurait pas fait ce tour-là, on aurait été là et on aurait attaqué Macky Sall. Mais notre souci, c'est d'accompagner Macky Sall jusqu'à ce que les attentes des Sénégalais soient satisfaites. Alors, le tour, pourquoi nous l'avons fait? Un, pour rendre hommage aux gens qui nous ont soutenus, parce que quand même pendant cette campagne électorale, Sounina Tanguerew n'était pas connu, Damel Maïssa Fall n'était pas un acteur politique connu, et pourtant, dans de grandes villes, de grands leaders ont soutenu notre démarche. Donc cela, je leur ai rendu hommage. Et je profite de l'occasion pour dire à mes frères d'Ibissa, pour dire à mes frères d'Olbia et aussi de Cagliari, le moment venu, je viendrai effectivement leur rendre visite et les remercier. Ce sont les 3 seules villes où je ne suis pas retourné depuis lors. Alors, le tour, donc, nous l'avons fait pour remercier. Nous l'avons également fait pour
exprimer notre solidarité à la communauté émigrée qui aujourd'hui vit une situation qui n'est pas des plus faciles. Aussi pour porter le message de Suñu Natangué Réew. Parce que quand même, il y a beaucoup de leaders dans la diaspora, que ce soit des leaders des daïras, que ce soit des leaders des associations, que ce soit des leaders par leur charisme, aussi par leur histoire dans l'immigration. Ces gens-là nous voyaient à la télé, nous voyaient s'exprimer au nom des immigrés et nous n'avions pas l'occasion de les rencontrer. Justement, donc, en 2010, les immigrés ont envoyé pratiquement plus de 690 milliards de francs CFA ici au Sénégal. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que cet argent envoyé au Sénégal ne crée pas des emplois. Les gens disent que les immigrés envoient plus pour la consommation, pour la construction d'immeubles. Alors, la question me donne l'occasion donc de vous répondre sur deux volets. La première chose, c'est que cet argent crée des emplois, cet argent participe à la stabilité de notre pays. 690 milliards, si on ne les avait pas, si les familles sénégalaises ne les avaient pas pour manger, pour payer les factures d'eau et d'électricité et pour se soigner, qu'est-ce qui se serait passé dans les familles sénégalaises? Je pense qu'ils auraient explosé tout simplement. Donc, au jour d'aujourd'hui, la guerre sociale dans ce pays est gagnée par les émigrés. C'est aussi simple que ça. Ces 690 milliards, certains reprochent aux émigrés de ne penser qu'à construire des maisons. Mais les maisons ne sont pas faites par des Chinois ou des Allemands. Les maisons sont faites par des enfants du pays. Donc les entreprises sénégalaises du bâtiment tournent grandement grâce aux émigrés. Et ce n'est pas tout simplement les entreprises, comment dirais-je, qui font de la maçonnerie. Donc il y a tous les corps de métier qui sont là à côté, du menuisier métallique au menuisier bois, le transport aussi, parce que c'est des matériaux, tout ça est transporté. Donc je pense que de l'électricien au plombier. Donc je pense que grâce à cet argent-là, il y a beaucoup de corps de métier qui aujourd'hui profitent, arrivent à fonctionner, arrivent à tourner, arrivent à avoir des marchés. Nous prenons les écoles. Il y a ici des établissements scolaires, mais le prix à payer est tellement élevé que rares sont les Sénégalais établis au Sénégal qui peuvent amener leurs enfants dans ces établissements privés. Et dans ces établissements privés-là, il y a beaucoup d'enfants d'émigrés. Donc cet argent-là dont on parle fait fonctionner l'économie sénégalaise. Donc le deuxième point, c'est naturellement l'histoire des emplois directement induits, ou en tout cas que cet argent-là puisse davantage soutenir notre économie. C'est pour cette raison-là, M. Diop, que nous faisons de la politique. Justement, parce que cela fait des années que nous attendons des pouvoirs publics qu'ils puissent créer un environnement économique sain, un environnement économique rassurant pour que l'émigré puisse investir son argent ou dans des coopératives agricoles ou industrielles ou autres. Et nous n'avons toujours pas cela, malgré la création d'un ministère des Sénégalais de l'extérieur. Nous avons des propositions en la matière. Et le moment venu, nous remettrons au président Macky Sall le mémorandum que nous sommes en train de faire après cette tournée-là. Donc, il y a au moins 4 points que je peux évoquer ici. Donc, nous pensons avant toute chose à la création, à la mise en œuvre, si je puis dire, d'un centre ou en tout cas de soutien à l'investissement. Parce qu'il faut aller voir les émigrés, il faut aller les courtiser, il faut aller les rassurer, il faut leur dire que le Sénégal a besoin d'eux. Mais ce fonds existe déjà au niveau des ministères de ce fonds-là existe, mais il n'est pas alimenté par l'investissement des émigrés. Là, ce dont je parle, c'est l'investissement des émigrés. Parce que malgré la crise, les émigrés quand même, il y en a qui ont une épargne. Et ils n'ont l'épargne qui est dans les banques occidentales ne leur rapporte pas tant pour certains. Et ils n'ont qu'une envie, aider le Sénégal. Donc, un centre de soutien à l'investissement des émigrés. Il va falloir aller les courtiser, les rassurer et leur dire l'argent sera investi dans tel ou tel secteur et cet argent-là pourra créer un emploi direct, ceci ou cela. Je peux prendre le cas de Mbour, par exemple. Mais moi, je connais énormément de jeunes de Mbour dans l'immigration. Mais ces jeunes-là, s'il y a des coopératives de pêche qui sont créées avec des navires, des bateaux ou bien des pirogues de pêche qui sont modernisées. Mais ces jeunes-là vont investir leur argent là-dedans parce qu'ils n'ont qu'une envie et des Mbour. Et quels sont les jeunes qui seront sur ces pirogues-là? Ce sont de jeunes bourrois et ce sont des emplois qui seront créés. Mais il faudrait justement que ces coopératives-là, au lieu d'être entre les mains des amis donc, ou de la famille, soient gérées par des personnes choisies pour leur
compétences et uniquement leurs compétences. Donc en plus de ce centre de soutien à l'investissement des émigrés, nous pensons aussi à la mise en place d'un centre de soutien à l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas se décréter entrepreneur. On peut quitter le Sénégal, avoir un projet d'immigration. On peut quitter le Sénégal et aller faire de l'argent ailleurs. Mais lorsqu'on revient au Sénégal, après 10 ans, après 15 ans, on n'est pas censé forcément connaître le fonctionnement de notre pays. On n'est pas censé savoir quels sont les secteurs qui sont porteurs. Et c'est là où nous avons besoin de l'État, pour que l'État puisse justement créer un centre de collecte de données économiques réelles par rapport donc à ce qui se passe dans le pays, des données qui sont actualisées, des données qui sont digitalisées et puis une collecte dynamique de toutes ces données-là pour que l'émigré puisse, en arrivant dans ce pays ou même sans arriver dans ce pays, uniquement à travers Internet, savoir écouter. Il y a mon voisin, M. Ndiaye, qui a fait une boulangerie, mais ce n'est pas forcément que M. Ndiaye gagne de l'argent avec sa boulangerie qu'une boulangerie serait une entreprise pertinente pour moi. Alors je vais voir quels sont les secteurs qui sont les plus porteurs et je vais investir là-dedans. Et je peux dire ici tout de suite que l'artisanat est un secteur porteur, l'agriculture est un secteur porteur. Beaucoup d'émigrés viennent du milieu rural, mais ils n'ont qu'une envie, mettre en valeur les terres qu'ils ont quittées. Mais pour cela, il faut effectivement cet accompagnement-là et c'est pour cela que nous faisons la politique pour amener notre gouvernement, l'État sénégalais, à créer l'environnement nécessaire à tout cela. Oui, l'environnement nécessaire, vous l'avez dit, le gouvernement de Macky Sall, Macky Sall avait promis que les immigrés seront la 15e région, la diaspora. Jusqu'à présent, rien ne bouge par rapport à cela. Alors, la 15e région, moi, il est vrai que c'est un concept, je n'ai pas signé le protocole d'accord avec l'APR, effectivement, sur cette base-là. Mais en tout cas, si on